Bonjour. Dans mes interventions sur les formations dispensées par le CEPA, le Centre européen de psychologie clinique et psychanalyse, je vous ai parlé du débriefing en termes assez techniques, et ceci pour la simple raison que le débriefing est destiné à la fois aux particuliers, à tout le monde, en tant que premier secours psychologique, un peu analogue au premier secours en médecine, et aux futurs professionnels de la santé mentale. Donc, évidemment, durant la formation, il y aura une explicitation simple de tous les termes à l'attention de tout le monde, que ce soit pour le débriefing, pour la médiation ou les autres volets de notre formation. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui de la médiation. Alors, l'association CEPA se propose d'intervenir en tant que médiateur et formateur en médiation. Cette technique psychologique destinée à un vaste public, des particuliers jusqu'aux ONG internationales, consiste à dénouer des conflits individuels, on pourrait dire même intrapsychiques par moment, à résoudre ou apaiser des différends collectifs, familiaux, conjugaux, intercommunautaires, etc., y compris des conflits armés ou situations de guerre. Voici l'exemple concret d'une médiation. Il y a quelques années, on m'a envoyé en Thaïlande. J'étais chargé de former mes homologues locaux dans le sud du pays aux techniques de médiation, de superviser des tractations avec les insurgés et de mettre en place une antenne de SOS Psy à Bangkok, à Phuket et à Pattaya. J'étais aussi censé dispenser des soins psychologiques aux étrangers en détresse et fonder une clinique en association avec mes collègues thaïs. Mes associés français et moi avions créé pour l'occasion une succursale de SOS Psy appelée SOS Psy Asia et obtenu un téléphone thaï. Après 30 heures d'un vol éreintant d'une durée de 30 heures, de Paris avec une escale de 6 heures à Séoul, je suis arrivé à Phuket un 29 décembre à minuit 20. À l'atterrissage, la température extérieure était de 35 degrés. La mine des flics des frontières me paraissait moins hostile que celle de leurs congénères français. Sans me chercher des noises, ils se contentaient de me toiser d'un air soupçonneux. À la sortie du hall de l'aéroport, j'étais accueilli par 2 envoyés officieux du gouvernement qui se sont présentés comme Tim et Manoun. Sans s'étendre sur les détails, ils m'ont escorté à Yala où j'étais supposé initier mes confrères aux méthodes de médiation. Dès notre arrivée le lendemain soir, j'ai compris que ma mission ne se limiterait pas à l'instruction de futurs médiateurs. Nous avons débarqué au beau milieu d'une fusillade quand l'un de mes accompagnateurs m'a collé un mégaphone dans les mains. Il m'a demandé de chercher à calmer les protagonistes de la mêlée. Sachant d'expérience que la fermeté et la sérénité étaient la clé de toute négociation, j'ai demandé à la ronde et surtout à l'attention des combattants un bref cessez-le-feu pour me laisser dire quelques mots. Ainsi, c'était dans le feu de l'action que je devais dispenser leur première leçon à mes futurs élèves. Je criais qu'il valait mieux accepter de m'écouter pendant quelques minutes que de nous entretuer un par un et pour rien. À mon étonnement, les armes se sont tues presque instantanément. Réussissant à surmonter mon appréhension, je profitais du calme soudain pour informer l'Assemblée de mon rôle et de mes intentions. J'expliquais qu'il s'agissait pour chacune des parties de dresser une liste des points d'accord possibles, des divergences irréductibles avec lesquelles il fallait bien vivre, et celles susceptibles de faire l'objet d'un compromis. Quand j'avais terminé, je retenais mon souffle, certain d'être abattu d'une rafale d'AK-47, la Kalachnikov,
comme vous le savez. Mon discours était suivi d'un long silence. J'ai fini par apercevoir, à côté d'une maison en ruine, un homme à l'air calme, sérieux et intelligent, appuyé négligemment sur une mitraillette. Portant un cafetan blanc et un turban noir, il me paraissait être l'un des leaders des insurgés. Sentant qu'il ne fallait pas laisser passer ce moment de grâce, j'avançai vers lui. Quand mes escorteurs m'ont emboîté le pas, les rebelles en face ont levé leurs armes. Je me retournai vers les gouvernementaux et leur demandai un instant en tête-à-tête avec celui qui avait l'air de contrôler la situation. Ils se sont résignés en maugréant. Je m'approchai du chef présumé et le saluai à la façon musulmane en me frappant le cœur après lui avoir serré la main. J'ai dit « Salam alaikum, my name is Fred ». Il m'a répondu « Malaikum salam, I am Ali ». Puis je lui ai révélé que j'appartenais au groupe d'intervention psychoclinique SOS Psy, une ONG française. Son visage s'est éclairé et il a affirmé l'air rayonnant qu'en France, 20% de la population était musulman. Sur le coup, il me paraissait peu opportun de rectifier cette estimation hasardeuse. Ensuite, je lui ai proposé de nous asseoir pour noter par écrit les revendications de son groupe d'insurgés. Il a répliqué que ce n'était pas grand-chose. Je le cite. « La reconnaissance de l'islam comme l'une des religions officielles de la Thaïlande, une station radio et un programme télévisé pour les musulmans. » Ali a alors appelé un jeune garçon. Ce dernier a accepté de consigner en thaï, en malais et en thaï, et en anglais, excusez-moi, ce que son chef lui dictait. Conscient du fait que le moment était propice à un rapprochement des parties, j'ai demandé à Ali si je pouvais faire venir mes nouveaux copains, les deux délégués gouvernementaux. Il a acquiescé en fronçant les sourcils et j'ai fait signe aux intéressés de se joindre à nous. Après une longue conversation en thaï à laquelle je ne comprenais pratiquement rien, Ali s'est tourné vers moi et m'a confié que le gouvernement faisait la sourde oreille. Au vu de l'urgence de la conjoncture, j'ai pressé mes acolytes de téléphoner à leurs supérieurs pour les informer de la situation tendue et surtout de la possibilité peut-être exceptionnelle de la dénouer. En effet, il me semblait qu'il ne fallait pas perdre une minute pour saisir cette occasion qui s'offrait à nous et qui ne se reproduirait sûrement pas, de résoudre un conflit aussi sanglant qu'absurde. Ce fut Tim qui s'est chargé de donner le coup de fil. Il parlait pendant de longues minutes, la figure crispée. Tout d'un coup, sa mine s'est éclairée. En raccrochant, il a lâché « Dimak », ça veut dire « très bien ». Il a ouvert une mallette pour en extraire 2 imprimés, rédigés respectivement en thaï, en malais et en anglais, du papier blanc et un stylo. S'ensuivait alors un débat dont Ali me traduisait le contenu, pour savoir s'il fallait consigner d'abord les concessions ministérielles ou les conditions et les modalités du cessez-le-feu. Je m'adressais alors à mes mentors pour leur signifier qu'Ali me paraissait être un homme de confiance et qu'il était prioritaire de co-signer le protocole des promesses gouvernementales. Et alors que l'objectif des tractations était assez simple, les discussions au sujet de la formulation exacte des traités se poursuivaient jusqu'au lendemain après-midi. Épuisé, j'ai fini par m'assoupir sur une natte de bambou. J'ai sursauté quand Tim m'a touché l'épaule quelques heures plus tard. Il m'a tendu une tasse de café que j'ai avalée en quelques lampées. À moitié endormi et complètement enquiloisé, je suis parvenu tout juste à me relever, tout en me préparant mentalement à reprendre les négociations. Cependant, à ma surprise, Tim m'a fait un clin d'œil
et il disait « Pai », ce qui veut dire « on y va ». Je ne comprenais rien, encore engourdi. Je serrais des dizaines de mains, autant de civils que de rebelles et de militaires, avant de tituber aux côtés de Tim et de Manoun vers l'avion qui nous avait amenés à Yala. Nous venions à peine d'embarquer que Tim m'a annoncé fièrement que notre opération de conciliation avait connu un franc succès. Manoun allait jusqu'à me complimenter pour avoir eu le courage d'initier le processus de paix. Je protestais pour la forme. Alors, brandissant 3 feuillets, Manoun m'informait qu'ils étaient, pendant que je dormais, je cite, « parvenus à élaborer et à faire signer un traité de paix et des accords bilatéraux qui mettraient définitivement fin aux hostilités. » Alors, en parcourant le résumé anglais des engagements mutuels, je considérais l'ultime réussite de mes partenaires comme le gâteau sous la cerise, pour ainsi dire. C'était mon tour de féliciter mes compagnons pour la ténacité dont ils avaient vraiment fait preuve afin de réaliser cette entente. Tim avouait ne pas y avoir cru avant d'entendre l'assentiment de ses supérieurs et de voir de ses yeux les rebelles accepter le cessez-le-feu. Je ne savais si le fait d'avoir attendu d'être dans l'avion avant de me remettre ma récompense procédait de la simple prudence ou de l'intention de me réserver la bonne surprise pour le vol. Toujours était-il que Tim m'a tendu l'air guilleré une liasse de billets en me priant de les compter. Il y avait là la coquette somme de 50 000 bahts, pour l'anecdote, 1200 euros environ. Après l'atterrissage à Phuket, nous faisions une entorse à la pudeur thaï en nous donnant l'accolade pour les adieux. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous donne nos contacts. Le mien, Dr Fliège, Fred. Le téléphone 06 62 62 92 55. Le courriel fred.fliège@gmail.com. Les coordonnées de la chargée de communication Françoise Dexmier. Le téléphone 06 69 17 81 72 et le courriel françoise-8 ndb@yahoo.fr. Merci, à bientôt.